Alors bonjour, bonsoir les pirates du CRT, j'espère que tout le monde va bien parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un très gros poisson du monde de la piraterie YouTube. J'ai nommé le grand Rio Sensei. Là, assez de flatterie. D'ailleurs, je tiens d'abord à dire que Rio, c'est en rien une attaque à ta personne. Si jamais tu regardes cette vidéo, c'est vraiment une attaque à tes idées. Parce que toi, d'abord, je te trouve très drôle. Tu es un créateur de contenu quand même très charismatique. Mais je te préviens, je vais enfiler mes gants de boxe et je te ferai pas de cadeau parce qu'il y a certaines idées, surtout celles concernant Milk, que je trouve que plusieurs sont un peu frauduleuses. D'accord? Alors maintenant qu'on a dit les termes, voilà. Moi, je tiens à faire bouger cette vidéo. Alors, si jamais vous la regardez, que vous êtes fan de Rio et que vous voulez le voir débattre, eh bien, partagez-lui là. Moi, ce serait un plus grand honneur de partager les rings avec Rio en termes de débat One Piece, bien sûr, parce que voilà, personne va vraiment se taper, c'est juste un petit délire. Bon, tu captes le truc. Cette vidéo, je tiens à ce qu'on la fasse bouger. Alors, si jamais tu es fan de Rio et que tu aimerais le voir débattre, eh bien, partagez-lui là. Moi, ce serait un des plus grands honneurs de débattre avec lui. D'abord, j'ai remarqué que plusieurs de mes confrères, et par confrères, je veux dire les pro-Mihawk, ils ont tous essayé et ils ont tous échoué. Pas parce qu'ils n'avaient pas la bonne thèse, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris le style d'argumentation qu'utilise Rio. Donc pour débunker Rio proprement, il faut comprendre son style d'argumentation. D'abord, les arguments de Rio reposent énormément sur le biais sélectif de l'audience qui lui donne une certaine crédibilité parce qu'on a tendance à penser que la majorité a raison, ainsi que plusieurs erreurs logiques. Un terme qu'on appelle en anglais logical fallacy. Une erreur logique, c'est quoi? C'est un raisonnement ou argumentative qui ne suit pas des actions ou des prémices établies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle est fallacieuse lorsqu'elle a pour but de tromper, manipuler, nuire ou induire en erreur son auditoire. Là, je n'accuse pas Rio de ne pas réellement croire en ce qu'il dit. Parce que d'abord, les erreurs logiques ne sont pas toujours utilisées de manière intentionnelle. Sous des termes plus simples, c'est une pensée qui semble être logique, mais qui peut être désamorcée assez facilement avec un minimum d'analyse critique. La première présentation sont convaincantes car elles sont suivies d'arguments qui semblent être logiques, mais en examinant les propos dits par la personne, on remarque que sous de nombreux propos supposément factuels se cache qu'une simple opinion qui n'a rien de factuel en vérité. Donc les erreurs logiques peuvent être utilisées par exprès, souvent chez les politiciens ou des gens jouant à l'avocat du diable. Devrais-je dire tout simplement des avocats? Mais si jamais les erreurs logiques justement ne sont pas utilisées de manière intentionnelle, et donc là, il y a réelle chance de convaincre son adversaire, même en débat. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les vidéos de Rio Sensei sont remplies d'erreurs logiques, et ce qui rend son argumentation encore plus dangereuse, c'est bien évidemment l'humour, mais également le fait que ces erreurs logiques sont cachées d'habitude derrière plusieurs vérités assez objectives. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour que vous compreniez un petit peu mieux ma position, j'aimerais vous parler d'une erreur logique que Ryo fait quand même assez souvent lorsqu'il commence à parler de Kizaru et du fait qu'il soit plus faible que Rayleigh. Parce que supposément Kizaru a avoué être plus faible que le Seigneur des Ténèbres, mais lorsqu'on analyse ce que Kizaru a réellement dit à Rayleigh, il lui a dit « On aurait besoin de préparation pour te capturer ». Donc, si vous entendez cette ligne venant de la part de Kizaru, présentée dans la perspective de Ryo, eh bien c'est logique. Mais en examinant la chose, on se rend compte qu'avoir besoin de préparation pour capturer Rayleigh ne confirme pas du tout que Kizaru n'aurait pas pu le battre. Attention, je n'essaie pas de prouver que Kizaru est plus fort que Rayleigh, je prouve juste que l'argument ne tient pas la route. Donc peut-être que oui, Kizaru aurait pu le vaincre, mais aurait risqué un bras, au pire, l'incapacité de rejoindre la marine contre Barbe Blanche, parce qu'il voulait capturer un retraité, vous imaginez? Donc il aurait pu battre Rayleigh, mais à quel prix? La phrase de Kizaru est très différente de « Je suis plus faible que toi » ou « Pas assez fort pour te battre ». C'est l'interprétation de Ryo qui affirme que c'est ce que Kizaru affirmait. Plusieurs indices dans la scène indiquent que Rayleigh était déjà très fatigué en début de combat, et c'est très récemment qu'on apprend que même Barbe Noire préférait ne pas prendre ses chances face à Rayleigh vieux, et Rayleigh qui avoue directement après que c'est sa réputation qui l'a sauvé. Donc, dans l'optique que l'interprétation de Ryo est véridique, ça ne veut pas dire que Rayleigh est plus fort que Kizaru. Peut-être seulement une supposition de la part de Kizaru. Mais ce qui compte dans l'histoire, c'est que Kizaru, qui a soi dit être plus faible que Rayleigh vieux, n'est qu'une interprétation de la part de Ryo et non un fait. Pourtant, il utilise quelque chose qui a
réellement été dit pour induire une audience peu analytique en erreur. Donc Ryo n'est pas prêt à avoir cette conversation parce que jusqu'à maintenant, c'est une de ses preuves argumentaires dont il en est le plus fier, mais en réalité, il utilise l'homme de paille. L'homme de paille, c'est quoi en fait? En argumentation, c'est une technique, c'est un sophisme qui consiste à présenter la position de son interlocuteur ou d'un adversaire de façon exagérée ou déformée dans l'objectif de la remplacer par une position plus difficilement défendable. Donc encore une fois, je ne suis pas ici pour défendre Kizaru, étant donné que je ne pourrais pas prouver le contraire, mais j'espère que l'exemple vous aide à comprendre les failles dans les techniques d'argumentation de Ryo. Parce qu'avec Miyok, en fait, vous allez voir que ce même pattern se répète, il se répète constamment et on va tout analyser. Comme je vous dis ceci, cette vidéo, c'est le debunk ultime de Ryo Sensei lorsque ça vient au niveau de Miyok. Donc, pour discréditer le réel niveau de Miyok, Ryo Sensei repose généralement sur d'autres erreurs logiques que nous allons aborder un par un. En un temps, je vais prouver pourquoi ce sont des erreurs logiques et en un deuxième temps, je prouverai pourquoi certains indices indiqueraient même le contraire. Vous voyez, je vais donner mes propres arguments pour que vous compreniez avec un peu de chance que Miyok est réellement le niveau d'un Yonko. Alors, allons toucher les 7 arguments que Ryo va toujours utiliser pour justement défaire le fait que Miyok serait de niveau Yonko. De 1, on a le palmarès de Miyok versus celui de Shanks. De 2, le fameux top 5 de Kaido. De 3, le fait que Miyok n'a pas pu devenir le roi des pirates, que ce serait un rejet de la piraterie. De 4, les empereurs sont les 4 pirates les plus puissants au monde. De 5, Miyok serait un meilleur escrimeur que Shanks, mais Shanks aurait une meilleure puissance globale. Le spectacle continue. De 6, Miyok serait égal à Vista, l'appel au SBS, l'appel au vivre-carte, et dernièrement, Miyok avouant être plus faible que Barbe Blanche. Alors on va commencer par le palmarès de Shanks qui est supérieur à celui de Miyok. Donc moi je vais vous dire directement, pour une histoire ayant atteint 60% d'écriture, ça ne sert pas à grand chose de comparer le palmarès de ces deux personnages, sachant que Shanks a une importance narrative et politique bien plus importante que celle de Miyok. Donc son nom pèse énormément dans la piraterie et sur ce point, il est supérieur à Miyok et il le restera toujours. Il a donc eu l'occasion de se frotter à des pirates tels que Barbe Blanche, Kaido, il a rencontré Oden, il a servi sur Roger et Rayleigh. Il nous est présenté comme un personnage rassurant, le personnage qui va arrêter la guerre, le personnage qui aura des affiliations politiques avec à peu près tout le monde. Il chasse les méchants marines et protège les gentils pirates. C'est aussi le Yonko avec les commandants les plus balèzes. Et ça, l'histoire va nous le mentionner à chaque occasion. Miyok, en revanche, en 103 livres, n'a pas encore figuré sur une seule page couverture. Il n'y a même pas 10 chapitres de cela, on ne fait finalement une idée sur les motivations de Miyok pendant sa jeunesse. Tout ça pour dire que Miyok c'est un personnage des plus mystérieux, pour qui le rôle dans l'histoire ne fait que commencer. Avec Miyok, en fait, on gratte le type de l'iceberg. Alors Miyok, en fait, c'est un personnage dont les données sont insuffisantes. Donc le palmarès de Miyok, dans le fond, je me dis, ça ne sert pas à grand chose pour le moment. Et on ne s'excite pas parce que je n'oublie pas Marineford et je vais vous parler de Marineford et pourquoi c'est cohérent avec tout ce que je dis. Donc oui, en règle générale, le palmarès c'est un outil efficace pour les rapports de force lorsqu'il s'agit de comparer deux personnages qu'on connaît. Par exemple, Zoro et Sanji. Il nous est dit que Zoro est plus fort que Sanji. C'est la perception du public. Mais Zoro a aussi factuellement un palmarès plus costaud que Sanji, par ses adversaires ainsi que ses accomplissements. On connaît très bien les deux personnages. On connaît les limites de Sanji. On ne peut pas dire la même chose sur Miyok, qui pas une seule fois a sué face à un adversaire. Miyok n'a jamais fui ou grincé des dents ou montré une réelle difficulté. Donc parler de palmarès pour un perso comme Miyok, c'est complètement inutile vu que des personnages plus faibles que lui ont déjà plus gros palmarès, notamment Zoro, Sanji et même Doflamingo. On suit avec le fameux top 5 de Kaido. Donc, pour parler du top 5 de Kaido, Kaido réfère simplement aux personnages qui se sont frottés à lui avec un réel potentiel de victoire, notamment Shanks, Roger, Oden, ou les personnages dont il a peut-être été témoin de leur force et on a déduit la même chose. Et en regardant Luffy, on comprend que Kaido s'imagine que Luffy puisse intégrer ce groupe. Groupe d'ailleurs exclu à Big Mom pour une raison ou une autre. Donc Kaido peut-être
a jamais vu Big Mom comme une adversaire à sa taille, pourtant ils ont été déclarés du même niveau tout au long de l'arc Wano. Cela pourrait donc dire qu'il s'agissait simplement d'un choix esthétique et que de rajouter Big Mom aurait nui à l'impact de la case. Il est donc facile de comprendre que Kaido, soit il n'a jamais rencontré Mihawk tout simplement, et que même si c'était le cas, rajouter Mihawk dans une case pour mettre en valeur Luffy aurait distrait justement du personnage de Luffy. Donc les 5 personnages présents, si on les regarde bien, ce sont tous des personnages tremplins pour Luffy en tant que grand capitaine de la piraterie, alors que Mihawk est un personnage tremplin pour Zoro. Donc avoir Mihawk dans cette case aurait nui à l'emphase qu'Oda a voulu mettre sur Luffy. Donc supposément qu'on rejette cette idée et qu'on dit oui mais écoute, c'est ton opinion, la responsabilité de prouver que Mihawk s'est déjà battu contre Kaido ou aux côtés de Kaido revient à toute personne voulant utiliser ce fameux top 5 de Kaido comme preuve que Shanks soit factuellement supérieur à Mihawk. Alors on va continuer avec un argument de Ryo quand même assez facile à défaire, qui est que Mihawk n'a pas pu devenir roi des pirates. Comme quoi on n'a aucune idée si cela a déjà été un réel intérêt de sa part. À quel moment Mihawk a réalisé que ça n'intéressait pas de devenir roi des pirates? Encore une fois, il manque trop d'informations pour conclure que Mihawk a réellement voulu ce titre. Et s'il a voulu, parce que je suis sûr que ça vient d'un des SBS, tu vois que tout le monde a oublié, mais si on peut factuellement prouver que Mihawk a voulu devenir roi des pirates, qu'est-ce qu'il en a dissuadé? Un manque de force? Ou est-ce plus logique, avec ce concept du personnage, la révélation que la force individuelle n'est qu'un facteur pour devenir roi des pirates? Mihawk sera même le premier à dire que devenir roi des pirates, c'est beaucoup plus que de juste le surpasser. Il s'agit de posséder le plus fort pouvoir sur ses mers, le pouvoir de rallier autrui à sa cause. Et après tout, Luffy n'a pas vaincu l'équipage de son bête grâce à sa force individuelle. Et Roger ne serait jamais devenu roi des pirates sans Oden. Donc justement, la créature la plus puissante du monde a échoué dans sa quête du One Piece. Il n'est même pas sorti de son île. Mihawk, lui, c'est un loup solitaire, tout simplement, n'ayant confiance en personne. Donc les valeurs de son personnage vont à l'encontre de quelqu'un recherchant le One Piece, justement. Et si Mihawk a réellement abandonné l'idée de devenir roi des pirates, c'est qu'il a réalisé tout simplement, ou serait-ce peut-être une histoire élaborée qu'Oda n'a pas encore eu la chance de nous présenter. Donc moi, personnellement, je ne crois pas que Mihawk a réellement voulu être le roi des pirates, mais dans l'optique où est-ce qu'il a voulu être le roi des pirates, comment est-ce qu'on prouve que c'est parce qu'il manquait de force individuelle qu'il a abandonné ce rêve? Vous voyez, Mihawk a aujourd'hui plus de chances que jamais de devenir le roi des pirates, et pourtant il n'est même pas intéressé à prendre le titre de Yonko des mains de Buggy. Il s'en bat les couilles, il s'en bat les steaks. Les empereurs seraient donc les 4 pirates les plus puissants sur les mers selon Garp. Et selon Zeph, Mihawk est le meilleur épéiste de tous les temps. Est-ce qu'il y a contradiction étant donné que Shanks soit justement épéiste et que Mihawk ne soit pas empereur? Non, et je t'explique pourquoi dans un instant. Il faut d'abord adresser la contradiction dans les propos de Ryo. Si Garp nous affirme que les 4 empereurs sont les pirates les plus puissants sur les mers, le fameux top 4 de Garp, et que Ryo prend ceci comme vérité absolue, logiquement, il devrait prendre en compte le fait que Kaido soit la créature la plus puissante, vu que ça vient du narrateur. Le narrateur qui est justement une source plus crédible que Garp. Pourtant, Shanks est le top 1 de Ryo. Donc, aux yeux du sensei, Shanks il est supérieur à Kaido. Donc si Ryo va ignorer le narrateur pour mettre Shanks supérieur à Kaido, en quoi est-ce logique de ramener Garp, qui est une source moins crédible que le narrateur, pour prouver que Shanks n'a pas le même niveau que Mihawk? On peut donc prouver que les sentiments de Ryo face à la puissance de Shanks sont plus basés sur un ressenti personnel, ce qui aurait narrativement pour lui plus de sens que sur des faits réels. Mais je vais quand même valider ce que Garp a dit, parce que oui, je crois que Garp il est quand même assez crédible dans ses propos. Fortune, gloire et pouvoir sont les attributs qui qualifient un pirate comme accompli. C'est ce qu'a su réunir le tout-puissant roi des pirates, Gold Roger. Donc la force n'est qu'un aspect de ce que fait un pirate accompli. Sa fortune en est une autre, sa réputation, ses alliés et ses territoires en sont une autre. Si on faisait donc un classement des meilleurs pirates de One Piece, Mihawk serait à peine dans le top 15, vu qu'il n'a pas d'équipage et très peu d'influence. Donc, dans un classement de pirates, c'est normal de trouver les Yonko dans le top 4, comme leur nom l'indique, les 4 empereurs. Dans un classement de combattants, on parle d'autre chose. Shanks peut donc faire partie du top 4 des pirates, tout en étant exclu du top 2 des meilleurs escrimeurs. 2 pirates, 2 catégories complètement différentes.
J'essaie pas d'ignorer le fait qu'un empereur a une puissance individuelle incroyable. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, pour être qualifié d'empereur, il faut beaucoup plus que juste de la force. Donc maintenant qu'on a debunk ce qui était facile à debunk, là ça va se corser parce que pour contredire Rio, je vais me baser sur mes propres opinions et mes propres ressentis pour défaire ses opinions à lui. D'abord, je trouve que mes arguments seront plus logiques que les siens, alors j'invite tout le monde à faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc le cinquième point que Rio va surtout amener, c'est que Mihawk est meilleur escrimeur que Shanks, mais Shanks aurait une meilleure puissance globale que lui. Donc il serait plus vite, plus fort, mais Mihawk serait plus gracieux avec la lame. Ça veut dire quoi en fait? Mihawk il découpe mieux les gâteaux aux fêtes d'anniversaire. Est-ce que les cicatrices sur le cœur des adversaires de Mihawk sont plus droites que les cicatrices sur le cœur des adversaires de Shanks? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est facilement débancable parce que la grâce, on s'en bat les couilles en fait. S'il s'agissait réellement d'avoir plus de grâce, plus de technique, Kuina elle aurait aucune raison de pleurer. Vous voyez, le sensei, le père de Kuina, il mentionnait justement que tu pourrais avoir toute la technique au monde. Ce n'est pas suffisant si on manque de force, de vitesse. Et ça, justement, ce sont des qualités que les filles se verront naturellement dépassées par les gars avec le temps. Donc, Tashigi, par exemple, sans doute qu'elle restera plus gracieuse que Zoro jusqu'à la fin du manga. Kabaji, il pourra toujours jongler avec ses sabres. Les meilleures techniques à l'épée, on le comprend très récemment, reposent surtout sur le revêtement de Haki sur le sabre. Un petit indice à Dressrosa, et avec le combat contre King, on comprend que revêtir ses sabres de Haki, ça ne s'arrête pas que sur le Haki de l'armement, mais également sur le Haki royal. Le sabreur le plus fort au monde, le plus puissant, a donc besoin d'avoir des sens les plus aiguisés, une vitesse impressionnante pour pouvoir justement découper ses adversaires et une force remarquable pour manier n'importe quelle épée et justement pouvoir dominer ses adversaires à l'épée. Donc, vouloir séparer la force physique et la vitesse comme qualité presque obligatoire en fait pour le meilleur escrimeur du monde réduit le titre mais d'une manière impressionnante. En étant largement moins rapide et moins fort que ses adversaires, un personnage avec de faibles compétences à l'épée pourrait voler le titre facilement. Si Shanks était réellement beaucoup plus puissant et plus rapide que Mihawk, et bien du fait qu'il utilise une épée, il serait désormais l'épéiste le plus grand au monde parce qu'encore une fois, ce titre-là ne revient pas à avoir de la grâce nécessairement parlant, ça revient plutôt à est-ce que je suis capable de battre un adversaire qui porte une épée? Tout simplement. C'est un titre qui parle justement du fait que Mihawk ne peut pas perdre face à un autre escrimeur. Prenons Zoro par exemple. Si jamais il avait rencontré Roger dans un monde alternatif et que Roger lui avait donné le même traitement qu'il avait donné à Eden, pensez-vous vraiment que Zoro aurait juste abandonné, disant que Roger n'a pas assez de grâce? Finalement, si jamais je perds contre lui, ça ne compte pas, je peux toujours être le meilleur escrimeur? Mais bien sûr que non, ça ne tient pas la route. Et je vais vous dire ça comme ça, Shanks, il pourrait être plus fort que Mihawk si on arrive à prouver que Shanks peut être plus fort sans son épée. Parce que tant que Shanks est à son plus fort, à son meilleur avec son épée, que sans, naturellement, sous sa forme la plus forte, il resterait inférieur à Mihawk. On ne doute pas de son haki, mais Shanks est toujours prêt à dégainer son épée. Par exemple, avec Amaraki, le taureau vert, même s'il y a une grosse attaque de haki qui va en fait intimider Amaraki, Shanks, on le voit sur la case qu'il est prêt à dégainer le sabre. Vous voyez? Et même dans le dernier film le plus récent, on voit que le haki de Shanks, bien que super impressionnant, il y a Fujitora et Kizaru qui restent sur leurs deux jambes. Et Shanks va utiliser son épée pour intimider Kizaru. Donc oui, évidemment que Shanks a encore plusieurs secrets concernant son haki, mais pour l'instant, rien ne prouve qu'il n'a pas besoin de son épée à la fin de la journée pour vaincre un adversaire minimum niveau admiral. Après tout, si on commence à analyser le palmarès de Shanks, Shanks il n'a pas bloqué Akainu à Marineford avec du haki. Même chose quand il a séparé le ciel avec Barbe Blanche. Oui, le haki était présent, mais c'était à l'aide de son épée justement qu'il s'est confronté à Barbe Blanche. Donc là, pour la même raison qu'on ne doit pas essayer de comprendre la force d'Hancock ou même de Doflamingo basée sur qui ils ont battu ou pas battu à Marineford, pour Mihawk c'est pareil. Le fait d'avoir eu un Mihawk humble et paresseux à Marineford pour laisser les commandants de Barbe Blanche briller est très intentionnel de la part d'Oda. Vous voyez, le SBS va affirmer qu'en dépit de la différence de niveau, Vista n'hésite pas à attaquer Mihawk, confirmant une différence de niveau. Ensuite,
dans ce combat, Vista rivalise avec Mihawk. Donc la vie carte implique que dans ce combat, Vista égale Mihawk ou rivalise avec Mihawk. Ça confirme justement que on parle de circonstances et non en général. Donc, on peut analyser les circonstances et comprendre que Mihawk était peu engagé face à Vista en pensant à Luffy tout au long de leur échange et décida de reporter un combat dont il n'avait aucun réel intérêt vu que Sengoku et Akainu préparaient leur sale coup. Parce que voilà, si Mihawk avait réellement constaté une réelle chance de la part de Vista pour le vaincre, les SBS ne parleraient pas de Mihawk comme un être désespéré, cherchant plus fort que Shanks. Il faut quand même être cohérent avec ce qu'on sait de Mihawk. C'est une contradiction du personnage si jamais Mihawk voit en Vista un réel rival. Mihawk, il attend Zoro et non Vista, que même s'il considère Vista avec un certain respect, clairement il ne voit pas en lui un réel challenge. On peut prendre les informations de la vie carte comme quoi Vista rivalisait avec Mihawk dans ce combat, mais on ne peut pas ignorer toutes les informations qu'on sait face à Mihawk. C'est là que j'ai envie de vous dire que Ryu fait preuve de sophisme, de la généralisation hâtive, qui est une autre technique de débat. C'est justement lorsqu'on va s'acharner sur une preuve inadéquate ou manquante d'informations pour confirmer sa thèse et négliger tout contre-argument. Donc, l'appel à la vivre carte pourrait justement être un argument vraiment puissant, mais Ryo expose son biais de confirmation lorsqu'il prend qu'une partie de l'histoire, qu'une partie de l'information et ignore tout contexte et même la logique pure de l'histoire. Si Mihawk égale réellement Vista, Vista qui est confirmé inférieur à Marco, donc naturellement inférieur à King, Zoro serait donc déjà plus fort que Mihawk sans avoir directement vaincu Mihawk. Dieu merci, c'est Oda qui écrit l'histoire. Et encore une fois, même l'anime aura compris que Zoro ne peut pas devenir plus fort que Mihawk dans un hors-page. Vous voyez? Parce que dans le film Stampede, on remarque directement que Mihawk et Zoro, il y a toujours un écart. L'argument le plus fort auquel je peux penser concernant le fait que Mihawk n'aurait pas un niveau Yonko, c'est que Mihawk aurait soi-disant avoué être plus faible que Barbe Blanche à Marineford. Mais, encore une fois, c'est une question de perception et d'interprétation. C'est ce que je pourrais dire une autre erreur logique, tout comme avec Kizaru. Dans le sens où Mihawk étant à une certaine distance de Barbe Blanche, ne peut que se baser sur la réputation de Barbe Blanche et assumer qu'il y a un fossé les séparant à la fois figurative et littérale. Il utilise le terme « lui » pour référer à l'homme le plus fort du monde et le terme « nous » pour référer non au corsaire, mais justement au reste du monde, ou les gens présents à Marineford comme vous le voulez. Donc, il veut tester la différence entre lui et nous. C'est qui lui? Lui, c'est l'homme le plus fort au monde, nous, le reste du monde. Et encore une fois, on peut aller dans l'optique où Mihawk, il croit réellement être plus faible que Barbe Blanche. En rien, c'est une confirmation de l'auteur, comme quoi ce serait réellement le cas, comme avec Barbe Noire et Rayleigh. Après tout, l'auteur parle des légendes de son histoire en mentionnant Shanks, Mihawk et Barbe Blanche dans un même SBS. Si Mihawk était réellement moins fort que Barbe Blanche et que Shanks était aussi fort que Barbe Blanche, eh bien Mihawk n'a pas besoin d'attendre Zoro si Shanks, avec un seul bras, est déjà plus fort que lui. Là, on peut ajouter le fait que Joz est intervenu, justement parce que lui, contrairement au corsaire et à l'audience, sait déjà que Barbe Blanche n'est plus ce qu'il était. Une attaque qui jadis Barbe Blanche aurait dû arrêter tout seul, Mihawk, on dirait qu'il le savait très certainement, parce que tout de suite après que Joz soit intervenu, l'illusion de l'homme le plus fort au monde, à ce moment-ci, s'est brisée pour Mihawk et il a perdu tout intérêt en la guerre jusqu'à l'arrivée de Luffy. Donc, ça c'est mon interprétation de la scène, c'est quelque chose qui va quand même garder une certaine cohérence dans le personnage de Mihawk. Mais là, si on ne veut pas prendre en compte mes dires, et vous voulez vous acharner sur le fait que Mihawk a été bloqué par un simple commandant, eh bien, réalisons que tout comme Marco est plus efficace que Barbe Blanche en termes de guérison rapide, Katakuri est plus efficace que Big Mom en termes de acquis de perception, et que King avec Flamme peut être plus efficace que Kaido sous sa forme dragon en termes de défense, donc il serait logique que Diamond Joz soit plus efficace que Barbe Blanche en termes de défense contre les attaques tranchantes. Et comme l'indique le sensei de Zoro à Arabasta dans un flashback, tout escrimeur qui découpe tout et n'importe quoi sans réelles intentions, ce ne sont pas des vrais escrimeurs. En fait, il faut comprendre que Mihawk a visé la chair. Normal que le diamant soit capable de rejeter l'attaque. De plus, le concept de commandant qui arrête un Yonko, ce n'est pas inconnu.
On voit bien que Marco a arrêté un Boro Breath pour sauver Nami à Wano. Il y a même Chopper et Jinbei qui ont arrêté Big Mom à Whole Cake Island. On voit Luffy, plus faible que Katakuri, et Sanji, avant tous ses éveils, arrêter Big Mom à Whole Cake. Donc, pourquoi s'attarder sur le fait que Joz ait arrêté Mihawk pour prouver qu'il ne soit pas du niveau Yonko? C'est encore une fois une erreur logique. Kaido et Big Mom ont tous les deux subi des humiliations contre des personnages beaucoup moins signifiants que Joz, et pourtant ils sont toujours Yonko. Donc c'est tout ce que moi j'ai à dire concernant les arguments de Rio. Si vous voulez partager la vidéo à Rio pour qu'il puisse réagir, écoutez, faites-la bouger, comme ça peut-être on peut s'organiser un débat formel. Et si tu es toujours là, il est temps pour moi de te présenter. On va faire ça rapidement parce que voilà, la vidéo elle commence à durer. Pourquoi est-ce que Mihawk a un niveau Yonko? D'abord, c'est assez simple à comprendre. Moi et Rio, on va être d'accord sur une chose, c'est qu'à la fin de l'histoire, Zoro aura le niveau Yonko. Là où on n'est pas d'accord, c'est que selon moi, ce qui est logique en fait, c'est que pour que Zoro puisse avoir le niveau Yonko de manière factuelle, sans aucun débat à la fin de One Piece, il faut justement qu'il puisse battre un Yonko. C'est pas en battant un commandant ou un intermédiaire quand on n'est plus dans leur catégorie. Surtout si le combat est super difficile, comme on peut imaginer le combat Zoro contre Mihawk. La seule manière de mettre Zoro de manière factuelle en tant que Yonko, c'est justement de battre un Yonko, parce que s'il bat un intermédiaire, eh bien peut-être qu'il va juste devenir le plus fort parmi les intermédiaires. Ça ne prouve en rien qu'il soit niveau Yonko, vous comprenez? Donc Zoro ne pourra pas nécessairement atteindre le niveau Yonko sans qu'il ait un adversaire de ce niveau-là justement. Et il y a même Oda qui suggère fortement que Mihawk a ce niveau quand il exprime avoir aucun intérêt pour le titre. Une bulle, une case, je dirais, complètement inutile si Mihawk n'a pas le potentiel de Yonko ou même le niveau Yonko. Et là, je ne parle même pas de sa prime. Une autre erreur logique de la part de Rio sont les deux crocodiles égale Zoro. Vous voyez, si on regarde les deux bulles de texte concernant la prime de Mihawk et Crocodile, il y a une méga différence. Le contexte de la Cross Guild existe, c'est bien réel, et ça affecte à 100% leur prime. Mais la case qui parle de leur prime individuelle, on remarque que Crocodile, c'est principalement par ses pouvoirs, son intellect et son génie criminel, alors que Mihawk, on ne parle que de sa puissance. Il y a une grosse différence. Donc, deux crocodiles égale Zoro, encore une fois, un faible argument qui sert juste à faire rire la galerie. Et comme promis, pour finir la vidéo, je vais vous donner moi-même mon argument pourquoi est-ce que Mihawk serait du même niveau que Shanks, voire supérieur. C'est très logique, c'est très rapide. Il faut juste analyser sa relation qu'il a avec Shanks. Parce que même si leur rivalité datait d'il y a 12 ans, il y a Barbe Blanche qui va parler d'eux comme deux égaux. D'accord? Il n'y a rien qui suggère que Shanks il a laissé Mihawk dans les champs. Il y a la marine qui va comparer Mihawk avec Shanks. Il y a le SBS d'Oda qui va comparer Mihawk, Shanks et Barbe Blanche. On peut même aller jusqu'au personnage de Zoro et Luffy. Ne me croyez pas, mais avant l'ellipse, c'était un fait. Zoro et Luffy étaient considérés comme deux égaux. Il y a le SBS qui vont prouver mes dires en disant que Zoro et Luffy ont une force de niveau 6 alors que Sanji a une force de niveau 5. Il y a leur combat à Whiskey Peak. Il y a même un dire qui va dire que Zoro et Luffy sont du même niveau, mais que Zoro préfère laisser son capitaine briller. Donc même si on est très loin de Whiskey Peak, il y a plusieurs indices qui nous indiquent que à la fin du manga, cette relation de force entre Zoro et Luffy sera rétablie. Par exemple, à la fin du combat contre Kaido, les habitants de Wano parlent de Joy Boy comme un héros rivalisé seulement par le guerrier Ryuma. Le guerrier Ryuma, je ne sais pas si tu as capté, il est supposé être le personnage en fait que Zoro va dépasser à la fin de l'histoire. En fait, Ryuma c'est un peu comme le Joy Boy de Zoro. Donc, en suivant les règles du shonen, chaque génération a un petit peu genre le même type de personnage. Et on peut comprendre que Shanks et Mihawk, c'est un peu comme Roger et Barbe Blanche. Un, c'est un grand pirate, l'autre a le titre du plus fort au monde. Voilà. Il y a Kaido et Big Mom, il y a Akainu et Aokiji, Garp et Sengoku. Il y a tous ces grands pirates qui ont un rival quelque part avec qui ils seraient capables de se battre pendant 5-6 jours et finir par boire quelques bières, vous voyez. Mihawk, il est pour Shanks ce que Barbe Blanche était pour Roger. C'est pas difficile à comprendre. Dès leur première interaction, lorsque Mihawk amène la prime à Shanks, c'est un peu cette relation qui est établie entre les deux. Si Mihawk il est beaucoup plus faible que Shanks, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Vous voyez, Mihawk qui n'est pas du tout présenté comme un usurpateur, et le fait en fait qu'il soit un lâche, qui fuit le combat par peur de perdre son titre face à un mec avec un bras, va à l'encontre de son personnage qui justement cherche un défi.
Donc, si Mihawk est réellement beaucoup moins fort que Shanks, alors il refuserait de se battre contre lui parce que Shanks n'a qu'un seul bras. Il y a toute la politique du rêve de Zoro qui est détruite. Alors, je sais pas pourquoi il y a des fans de One Piece qui voudraient ça, justement. Mais voilà, moi je pense honnêtement que si Shanks avait ses deux bras, il serait plus fort que Mihawk en fait. Et c'est pour ça que Mihawk a le seum, c'est parce que Shanks a sacrifié la force individuelle pour la future génération. Et même à ça, je te dirais que Shanks a quand même un niveau équivalent à Mihawk. Donc ça c'est juste pour vous dire que moi je suis pas là pour dire que Shanks c'est un faible, c'est une fraude. Non, mais ce que j'essaie de vous dire c'est que Shanks, c'est un putain de bonhomme. C'est un putain de bonhomme que même à un bras arrive à rivaliser avec Mihawk. Mais c'est justement en perdant ce bras qu'il a perdu toutes ses chances de dépasser Mihawk directement proprement. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de lâcher un grand pouce bleu, on rejoint les pirates du Serete et puis on monte en puissance, comme ça un jour peut-être je vais pouvoir débattre avec Mihawk parce que je suis certain que tout n'a pas été dit. Si j'ai déformé des propos, n'hésitez pas à me laisser savoir ça en commentaire et je vous dis à la prochaine. Allez, bonne soirée.